Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amélie. Amélie qui est accompagnatrice en parentalité et qui a quelques spécificités. Alors, elle va se présenter à vous dès maintenant. Bienvenue à toi, Amélie. Merci, bonjour à tous. Je suis Marie. Je propose des ateliers autour de la parentalité, des ateliers de portage physiologique pour apprendre à porter des bébés dans les écharpes de portage. Je propose également des ateliers de langue des signes bébé, communication gestuelle associée à la parole, donc pour communiquer avec les bébés avant qu'ils parlent grâce aux signes de la langue des signes française. Et également des ateliers de secourisme, donc pour former les jeunes et futurs parents aux gestes de premier secours sur les enfants et les nourrissons. Et des ateliers pour les enfants pour leur apprendre les gestes de premier secours pour qu'ils puissent intervenir s'il arrivait quelque chose à leurs parents, leurs grands-parents ou n'importe quelle autre personne de leur entourage. Alors, on avait un grand débat à ce sujet juste avant l'interview et du coup, avant d'y revenir, je voudrais d'abord que tu puisses nous en dire un peu plus sur la communication en mode langue des signes avec les bébés. Comment tu as découvert ça? Personnellement, je ne savais pas du tout que ça existait et c'est vrai qu'avec les bébés, on a tendance à leur parler des fois un peu en mode gousi-gousi, comme si ils étaient trop petits pour comprendre quoi que ce soit et c'est souvent par le sourire, le toucher, etc., qu'on arrive à communiquer avec notre bébé. Comment tu as découvert ça et comment tu as été amené à enseigner ça aujourd'hui aux parents et puis comment ça fonctionne comme ça dès tout petit? Alors du coup, moi j'ai appris la langue des signes bien avant d'être maman, avec mon amoureux. On avait envie d'apprendre cette langue très visuelle que je trouvais magnifique. Donc on a pris des cours du soir pendant 2 années. Et puis après, je suis devenue maman et j'avais lu qu'on pouvait utiliser les signes pour communiquer avec les bébés. Donc naturellement, au quotidien, on a fait quelques signes de la vie courante, hein, donc encore, de l'eau, gâteau. Et puis on a vu notre petit loulou vers 10-11 mois commencer à reproduire les signes qu'on avait mis en place. Et puis c'est magique quand on voit que finalement il répond et qu'il comprend ce qu'on lui dit. Donc c'était vraiment chouette. Et du coup, j'avais l'association qui proposait les ateliers de portage, intégrer les ateliers de langue des signes dans l'association pour accompagner les parents à signer avec leur bébé. Donc après, ça marche par mimétisme, comme nous, on va faire les signes au quotidien, comme on leur a fait les marionnettes, et du coup, ils continuent là-dedans à reproduire les autres signes qu'on leur met en place. Ok, je trouve ça vraiment super d'arriver à développer du coup cette faculté-là aussi pour des enfants, voilà, que ça leur permet de communiquer peut-être avec d'autres personnes ou simplement d'avoir d'autres facultés, un éveil un peu différent que simplement avec des mots. Ça permet aussi d'être compris, donc on évite toute cette petite frustration où on comprend pas ce qu'ils veulent, où nous on va être agacés de pas les comprendre, eux vont être agacés de pas être compris, donc on évite vraiment ça parce on va les comprendre et répondre à leurs besoins plus facilement. Est-ce que tu as remarqué que ça avait influencé d'une façon ou d'une autre l'apprentissage justement de la parole chez les enfants? En France, la langue des signes, elle s'est développée il n'y a pas très longtemps. Ça a été, alors je fais une petite partie historique. Ça a été interdit en France pendant très longtemps et c'est que depuis 2005 que c'est une langue officielle. Donc on avait du mal à l'utiliser nous entendants avec nos bébés entendants. Mais dans d'autres pays, c'est en place depuis très longtemps et ça marche depuis très longtemps et on a des bons retours qui montrent bien que ça retarde pas le langage et au contraire, c'est des enfants qui vont être dans l'interaction beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, aujourd'hui, ces cours que tu donnes, donc c'est via l'association ou tout parent finalement peut faire appel à toi s'il a envie de développer ça avec son enfant? Alors du coup, maintenant, c'est par l'entreprise, parce que j'ai quitté le statut associatif en début d'année pour créer mon entreprise, pour avoir plus de temps pour répondre aux besoins des parents. Mhm. Donc tout parent, tout futur parent
peut venir en atelier pour apprendre les signes. Alors en atelier signe bébé, on apprend des signes en lien avec le bébé, hein, donc du quotidien du bébé. Mais je peux être aussi amenée à faire des sensibilisations à la langue des signes pour apprendre du vocabulaire un peu plus adulte pour montrer ce que c'est que la langue des signes française. Que tu accompagnes aussi des parents qui pourraient découvrir que leur enfant est malentendant ou qu'il a des problèmes d'audition. Je ne sais pas du tout quel est le parcours dans ces cas-là des parents quand ils sont pas voilà porteurs eux-mêmes de cette déficience-là. Est-ce que du coup c'est aussi quelque chose que tu proposes ou ce genre de personnes qui viennent vers toi ou c'est vraiment un accompagnement très particulier qui se propose dans un autre cadre? Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un enfant qui naît sourd parce que c'est pas encore assez répandu en France pour pouvoir apprendre la langue des signes. Il y a peu d'établissements scolaires qui le proposent en option au bac, par exemple. Maintenant que c'est une langue reconnue officielle, on peut le prendre en option au bac, mais encore faut-il que le lycée le propose. Et si on n'habite pas dans une grande ville, c'est très compliqué de trouver des cours de langue des signes. Donc moi, j'ai un faible niveau de langue des signes parce que je le travaille pas quotidiennement. J'utilise vraiment un mot pour un signe pour que les bébés entendants puissent s'exprimer. Je pourrais répondre à des besoins de parents qui ont des enfants sourds sur quelques mots de base, mais je pourrais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est une grammaire très particulière. On va mettre l'action à la fin, on va poser le décor, on structure les phrases différemment. C'est une gymnastique très compliquée. C'est pour ça d'ailleurs quand on voit les interprètes des discours, Oui. Les interprètes changent souvent parce que c'est une gymnastique très très compliquée. Il faut que la personne qui parle ait dit la phrase en entier pour que l'interprète comprenne l'intention et commence à traduire. Donc il y a un décalage entre ce qu'il traduit et ce qu'il entend. Donc c'est très très fatigant. Donc c'est pour ça qu'il change souvent. Donc mon faible niveau de langue des signes ne me permettra pas d'accompagner une famille dans l'apprentissage complet de la langue des signes, mais je pourrais leur apporter quelques bases de vocabulaire pour commencer. D'accord, ouais, effectivement, c'est intéressant. Je me suis jamais trop penchée, mais maintenant que tu me dis, c'est vrai que voilà, les discours politiques, par exemple, on voit que les personnes vont très très vite, et je comprenais pas toujours pourquoi il y avait un temps d'arrêt parfois. Et c'est intéressant de savoir effectivement comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour sa curiosité personnelle. Est-ce que du coup, cet apprentissage-là, aujourd'hui, tu le proposes exclusivement en présentiel sous forme d'atelier ou c'est quelque chose qui peut être mis en place à distance au vu des circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui? Alors jusqu'à avant mars, c'était que en présentiel. Pendant le premier confinement, j'ai fait des ateliers en visio pour pouvoir continuer de transmettre. Et là, je vais reprendre les ateliers en visio et je vais proposer aussi un format vidéo cours en ligne pour que les parents puissent visionner l'atelier quand ils seront dispo parce que les heures de visio correspondent pas forcément aux besoins de tout le monde. Donc, ils pourront acheter la vidéo et la regarder autant de fois qu'ils voudront tranquillement à la maison. Ok, super. Eh bien, écoute, merci pour ça. Je reviens du coup sur donc une autre partie de ton activité qui est le fait de sensibiliser alors notamment les enfants mais également les parents aux gestes de premier secours. Comment toi déjà tu as été sensibilisé à ça? Parce que en général, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai fait pendant ma journée d'appel déjà en première intention. Et puis je me suis formée après, comme je te le disais, à la Croix-Rouge quand je suis devenue maman parce que je me rendais bien compte qu'il y avait un décalage entre intervenir sur un adulte et intervenir sur un tout petit corps où tout est franchement mini. Comment ça t'est venu et comment tu développes cette activité-là aujourd'hui? Alors moi, je suis formée au secourisme depuis, je sais pas, peut-être bien depuis mes 16 ans. Je me rappelle d'avoir fait une journée de formation avec ma maman quand j'avais 15-16 ans. Donc c'est quelque chose avec lequel je vis depuis presque tout le temps. J'ai continué de me former régulièrement. J'ai passé mes formations de sauveteur secouriste du travail dans les différents emplois que j'avais. Et j'avais envie de transmettre ça. Et puis, ça me paraissait important que mes enfants puissent aussi être formés s'il m'arrivait quelque chose à moi.
Je suis restée séparée pendant 3 ans, donc j'étais souvent seule à la maison avec eux et je me suis dit, mince, s'il m'arrive quelque chose, je suis seule. Donc je les ai formés et puis ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de pouvoir transmettre ça aux parents. Et puis là, l'année dernière, je me suis formée pour être formatrice et pour pouvoir du coup, maintenant ça y est, je peux transmettre aux parents. Et puis j'avais envie d'une formation un peu moins globale. Alors quand on passe sa formation premier secours civique, le PSC1, c'est une formation qui dure 7 heures. J'avais pas envie d'un format long comme ça parce que quand on est jeune parent, tu sais qu'on n'a plus le temps de faire grand chose. Donc je propose des ateliers sur 2 heures et demie, vraiment orientés sur l'enfant et le nourrisson et dans un environnement un peu plus cosy. Je travaille dans un salon de thé qui fait des super pâtisseries. Donc on est dans une ambiance cocooning pour parler de choses qui font peur. Hein. C'est pas des sujets très rigolos quand on parle de coupure, de brûlure, de perte de connaissance, c'est jamais des choses très drôles, mais il faut être conscient que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est 20 000 décès par an, les accidents de la vie courante. Donc il faut qu'on s'y prépare pour pouvoir éviter qu'il arrive un drame à la maison, que ce soit son conjoint, nous, les grands-parents. Donc c'est important que les enfants, dès le plus jeune âge, soient sensibilisés à ça pour qu'après eux, ça devienne normal de savoir porter secours. Oui, puis comme on le disait, que ça soit les enfants comme les parents, finalement, d'arriver à ne pas être pétrifiés par la peur et ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir comment réagir. Alors, on a tendance, dès tout petit, à apprendre à nos enfants les numéros de téléphone de secours en général. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas conscience, alors qui plus est, comme tu dis, quand on est en famille monoparentale, mais pas que, quand on les laisse, comme tu le disais aussi, à leurs grands-parents, des fois de temps en temps, une chute, une coupure, une perte de conscience, enfin n'importe quoi, ça peut arriver. Et tout comme aujourd'hui, dans les écoles, avec le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ils ont des entraînements pour se préparer si jamais il y a un attentat, il y a une intrusion dans l'école, il y a ce genre de choses. C'est important aussi que les enfants soient préparés à ça. Alors bien sûr, adaptés à leur âge, à leur niveau, à ce qu'ils sont capables de faire et à leur prise de conscience, mais qu'ils commencent à avoir des réflexes pour, si effectivement, en tant qu'adulte, je sais pas, par exemple, on est par terre, on n'est pas capable de se faire pour aller chercher le téléphone, qu'est-ce que l'enfant peut faire sans être complètement désarmé et dans une situation où le pauvre, il peut pas nous aider et on peut pas s'aider soi-même, quoi. C'est vrai que c'est hyper important et je pense qu'on n'en a pas suffisamment conscience et c'est pour ça que je suis très contente de faire ta connaissance et je pense, comme je te le disais, que tu as un grand rôle à jouer dans les écoles parce que je pense que c'est hyper important que dans tous les lieux finalement qui accueillent et éduquent nos enfants, les écoles, les centres sociaux, les colonies de vacances, enfin dans tous ces endroits-là, de plus en plus les personnes soient sensibilisées à ça parce que en général, je vois au centre social, il y a 1 ou 2 personnes qui sont référentes premier secours, mais je ne sais pas si jamais cette personne n'est pas là, est malade, est partie en activité ou quoi que ce soit, et qu'est-ce qui se passe si en gros voilà, personne ne sait quoi faire. Et c'est important aussi de donner cette responsabilité que je trouve relativement valorisante pour les enfants, d'avoir cet apprentissage supplémentaire, de se dire, voilà, je sais aider, je suis capable de faire des petites choses qui, mine de rien, peuvent parfois sauver une vie. Et puis les enfants, ils sont beaucoup plus dans l'acceptation. Si tu leur dis il faut faire tel geste, ils vont le faire. Ils vont pas avoir la notion de derrière, ils risquent de mourir. Donc ils sont beaucoup plus sereins qu'un adulte qui va être en panique parce qu'il va savoir qu'il y a un enjeu derrière vital. Un enfant, lui, va être dans le jeu. Donc les ateliers qu'on fait, on fait beaucoup de jeux. Et du coup, ça devient automatique sous forme de jeu et sans qu'ils aient conscience du risque qu'il y a derrière. Du coup, ils sont beaucoup plus zen. Un enfant de 4 ans qui va donner l'alerte, il va être beaucoup plus serein. Ce qu'il faut arriver à sensibiliser les parents, c'est ok, il faut connaître le numéro, mais il faut savoir aussi quoi dire. Si les enfants ne connaissent pas leur adresse, ça va être difficile pour que les secours puissent venir. Donc, ne serait-ce que apprendre l'adresse à vos enfants, c'est la première chose hyper importante à faire.
Comment justement tu as adapté ce qu'on peut apprendre en tant qu'adulte aux enfants? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des thématiques? Comment tu abordes justement la notion de danger et de risque avec eux? Alors sur les 3-5 ans, c'est des ateliers parents-enfants parce que ça me permet aussi de sensibiliser un petit peu les parents. On fait plein de jeux, donc j'ai des petites photos de plein de choses qui sont dangereuses à la maison et les enfants doivent les classer par risque. Ah bah ça coupe. Ah bah ça brûle. Et ils le savent tout ça parce que les parents, ils ont fait le travail aussi avant, hein, donc on leur dit attention, touche pas le four, c'est chaud, donc ils sont capables de le dire. Et puis après, on prend des situations où il y a des enfants qui font des choses un peu dangereuses. Donc là, ils sont dit, oh là là, mais c'est dangereux, la petite fille, elle est montée sur la chaise, elle risque de tomber. Donc ils sont capables déjà d'identifier tous ces dangers-là. Et après, on travaille sur faire le 15 parce que c'est le numéro du SAMU qui va être le numéro à faire s'il arrive quelque chose sur une personne. Donc on travaille avec un petit memory pour apprendre à refaire le 1 et le 5. On joue avec nos mains, le 1 et le 5, avec des faux téléphones aussi pour apprendre à faire le numéro. Et puis derrière, on travaille aussi sur des petites mises en situation, sur comment dire ce qui s'est passé, dire son prénom, décliner son identité, dire ce qui s'est passé et puis donner son adresse. Donc là, après, c'est les parents derrière qui ont un travail à faire pour que cette adresse-là devienne automatique, qu'ils la connaissent par cœur pour les plus petits. Les plus grands, ils la connaissent aussi, mais après, moi, je leur remets une petite affiche où derrière, il y a le numéro à faire et puis il y a l'adresse pour qu'ils puissent redonner leur adresse s'ils l'ont oublié. Et puis pour les plus grands, on fait beaucoup de mise en scène, hein, c'est très théâtralisé. Alors, les petites mises en situation, ils adorent ça, hein, secourir maman. La semaine dernière, j'ai fait un atelier. Alors, maman, elle s'est brûlée, maman, elle s'est coupée, et les filles, elles en jouaient. Allez, maman, tu te coupes, et moi, j'arrive et je te sauve. Et donc, du coup, de le faire en format de jeu comme ça, ils apprennent. Et puis, ça devient après automatique. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils avaient appris. Oui, c'est bien que ça soit intégré effectivement dès tout jeune, parce que parfois en tant qu'adulte, on se retrouve complètement empoté à pas savoir quoi faire dans des situations qui nous dépassent un petit peu. Donc effectivement, les enfants, voilà, que ça soit plus intuitif pour eux. Puis comme tu dis, c'est vrai qu'ils ont peut-être moins la notion parfois de danger, bon, à moins de s'être coupé et de voir que ça saigne partout. Mais effectivement, c'est important qu'ils aient cet apprentissage-là. Aujourd'hui, tu fais des ateliers dans des écoles aussi. Comment ça se passe du coup dans ce cadre-là? Est-ce que c'est à l'initiative de la directrice, de la maîtresse? Comment tu proposes tes services justement de sensibilisation aux soins de premier secours? Alors, les écoles, on le fait en plusieurs séances. Donc, pareil, suivant les tranches d'âge, je vais intervenir plus ou moins de fois. Plus ils sont petits et moins je vais y aller, forcément, parce qu'on travaille moins de choses. Mais après, sur les plus grands, on peut aller jusqu'à 6 séances de 45 minutes, où du coup, on va voir un premier coup l'alerte, une deuxième fois la protection, et puis à chaque fois, différents gestes sous forme de jeu et de mise en scène, hein, toujours, mais sur un travail un petit peu continu. Et puis à la fin, on travaille aussi sur une trace écrite, sur un petit livret qu'ils vont faire. Ils vont faire leur affiche pour avoir un travail à ramener après à la maison, pour pouvoir aussi en parler avec les parents, parce que c'est important aussi d'impliquer la famille entière dans cet acte un peu citoyen. Et alors justement, toujours pareil, au vu de notre conditionnement actuel, est-ce que c'est quelque chose où justement on est par la force des choses un peu enfermé à la maison? Est-ce que justement tu envisages de faire des formats à distance, comme tu disais, soit par vidéo, soit par atelier, voilà, par Zoom ou peu importe le format, pour que justement de plus en plus de personnes soient sensibilisées à risque ménager qui peut y avoir, où forcément, comme on passe plus de temps chez nous et que on n'a pas toujours un œil sur nos enfants, surtout quand ils grandissent un petit peu et qu'ils prennent un petit peu d'autonomie pour faire leur vie à la maison quand on essaye de travailler, par exemple. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu prévois pour justement être plus visible et sensibiliser les parents
au risque où bah, parfois on n'a pas forcément confiance, où je sais pas, des fois on va mettre des choses en décoration parce qu'on trouve ça joli ou je ne sais quoi, et en fait on se rend pas compte que bah, ça peut être dangereux et que les enfants ont encore moins cette notion de risque quand ils veulent simplement attraper quelque chose dont ils ont envie. Ouais, alors du coup, effectivement, je l'avais mis en place en mars et je vais le remettre en place là, des ateliers visio sur les risques domestiques et sur quelques gestes. Alors pas sur tous les gestes parce qu'il y a des gestes où il faut vraiment les pratiquer pour pouvoir bien les refaire, mais on pourra travailler sur tout ce qui est brûlure, sur l'étouffement. C'est une des grosses peurs qui revient souvent quand on commence à diversifier, à donner à manger des morceaux. On a toujours peur de l'étouffement. Donc on prend un coussin et on vient en atelier visio et on travaille les gestes de l'étouffement. Ou après, à deux avec son conjoint, on arrive à les travailler. Donc ce sera plus des ateliers pour les adultes. Et après, les ateliers risques domestiques, là, c'est des choses qu'on pourra faire conjointement, parents-enfants, pour identifier effectivement ce qui est dangereux dans la maison et choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que comme ça paraît pas dangereux. Ouais. Alors après, c'est pas tout dangereux, hein, c'est pas non plus le but de tout enlever dans la maison, mais de se dire ah oui, ça effectivement, j'en ai pas vraiment besoin. Des tables allongées, par exemple. Aujourd'hui, un enfant qui est un petit peu plus grand, hein, qui a plus de 6 mois, qui commence à gigoter, on peut se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin de ma table allongée? Est-ce que finalement, si je le change par terre, c'est pas plus mal? Ça évite qu'il tombe. On peut se dire effectivement, la table allongée, on peut l'enlever, elle sert plus. Oui, après, c'est peut-être aussi une adaptation effectivement à faire, d'organiser peut-être les produits ménagers ou ce genre de choses aussi à la maison. J'imagine que tu as plein de conseils sur le sujet pour arriver à réadapter un petit peu les choses en fonction de l'âge, de ce qu'on leur laisse faire et voilà, tout un tas de choses comme ça. Mais pas tout enlever, hein, c'est pas du tout dans cette idée-là, c'est vraiment aménager effectivement la maison pour la sécuriser. Après, s'il se fait tomber un petit truc dessus, peut-être pas un livre, mais un petit objet qui craint pas, s'il l'attrape et qui tombe par terre, ce sera pas grave. Mais si effectivement il commence à ouvrir les produits ménagers, là les conséquences seront un petit peu plus dramatiques. Donc c'est vraiment jauger ce qu'il faut sécuriser et ce qui a moins besoin d'enlever. Puis c'est une notion d'apprentissage aussi. Moi, je pensais au sèche-cheveux, par exemple, où j'ai une panique, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport aux prises de courant, où voilà, moi elles sont grandes maintenant, donc j'ai plus les petits trucs qu'on met pour bloquer dans les prises. Et c'est vrai que voilà, par exemple le sèche-cheveux, où je sais que la salle de bain ressemble à une piscine quand elles ont pris leur douche et qu'elles se sont lavé les cheveux. C'est quelque chose qui a tendance à m'angoisser un petit peu, qu'elles puissent se sécher les cheveux correctement sans avoir les pieds dans l'eau et qu'il y en ait partout et qu'elles aient les mains mouillées quand elles mettent la prise, même si je leur ai bien expliqué comment fallait procéder. Donc voilà, c'est tout un tas de trucs où quand elles sont plus grandes et que, je sais pas, elles veulent brancher le grille-pain le matin parce qu'elles sont toutes fières de préparer le petit déjeuner le week-end, qu'elles soient conscientes que, voilà, sans faire une fixette et du coup leur faire perdre en autonomie parce qu'elles sont toutes contentes d'apprendre et d'arriver à faire de nouvelles choses, mais quand même d'arriver à expliquer un minimum de choses pour qu'elles puissent, j'allais dire, grandir dans leurs propres apprentissages en toute sécurité aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est être conscient du risque sans pour autant être dans la psychose du danger absolu. Moi, je suis une grande fan de Maria Montessori et de l'autonomie de l'enfant. Je me suis formée et je suis à fond sur l'autonomie. Donc, je ne vais pas freiner l'apprentissage des enfants sur cette autonomie-là. C'est juste être conscient de, là, tu peux le faire tout seul. Là, il faudra quand même être un peu plus vigilant. Quel était ton parcours, du coup, en tant que maman, peut-être, ou en tant que femme, qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui de la façon dont tu le proposes? Alors, comme beaucoup, c'est en devenant maman que j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, je suis devenue maman en 2011. Donc, ça commence à faire un petit moment. Donc, j'ai créé l'association en 2012, le temps de me former, donc au portage. Et puis, à côté de ça, j'avais un travail, donc je travaille dans le nucléaire.
Donc, c'était pas très en lien. Et puis, donc ça m'a appris beaucoup de choses, hein, la rigueur, le côté sécurité, procédure, je le dois à mon travail. Mais au bout d'un moment, j'avais quand même plus envie d'accompagner les parents, d'apporter quelque chose que de continuer ce travail-là. Donc, il m'a fallu quand même quelques années avant de franchir le pas. Et puis là, mes enfants sont plus grands, donc j'ai plus de temps pour moi, pour développer mon entreprise aussi, parce qu'ils sont plus autonomes. Donc, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de franchir le pas et de créer mon entreprise pour avoir aussi du temps de dispo pour eux, ce qui n'était pas le cas avant en travaillant 5 jours sur 7, toute la journée. Donc là, ça me permet de faire quelque chose que j'aime, de transmettre et puis d'avoir du temps aussi de qualité avec mes enfants. C'était le moment de le faire, c'était le moment. Alors, je voudrais souligner ta persévérance. Je voulais pas dire le mot courage, mais voilà, l'initiative que tu as eue et le moment où tu t'es lancé, parce qu'effectivement, c'est tombé sans que tu puisses le présager, comme tout un chacun de nous, en plein confinement. Et quel message justement dans cette période où ça a rapproché, mine de rien, parents et enfants, parce que on s'est tous retrouvés au même endroit, quasiment H24, ce qui n'arrive en général absolument jamais. Euh, donc qu'on ait la chance d'avoir une maison ou qu'on soit un petit peu plus serré dans un appartement, on fait tous de notre mieux pour pour cohabiter, pour que ça se passe bien. Quel message, toi, de par tous tes apprentissages donc de maman que tu as pu avoir jusqu'à présent et que tu as développé aujourd'hui à travers ton entreprise, tu auras envie de faire passer justement aux parents dans dans tous ces éveils et dans tous ces apprentissages complémentaires qu'ils peuvent apporter à leurs enfants et puis soi-même se recycler, j'allais dire un petit peu, surtout des bases qu'on n'a pas ou qui datent parfois d'un certain temps. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux parents à ce niveau-là? Aujourd'hui, effectivement, plus que jamais, j'ai le ressenti que faut qu'on se recentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est leur donner à eux des outils pour être des futurs adultes confiants et remplir leur jauge de confiance en eux pour que derrière, ils soient heureux dans leur vie et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je souhaite pas que mes enfants fassent un travail alimentaire parce qu'il faut faire un travail alimentaire. Je veux qu'ils puissent s'épanouir et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et aujourd'hui, je suis là pour les accompagner dans leur apprentissage, dans leur découverte et en prenant du temps avec eux, en étant à leur écoute. Alors, c'est pas juste du temps, hein, c'est vraiment du temps de qualité, de se poser, de ressortir les jeux de société et de découvrir que on peut faire des choses vraiment chouettes avec pas grand-chose, hein, même si on est enfermé dans un appartement, on peut se fabriquer un jeu de loi. On l'a fait pendant le confinement du mois de mars. On s'est fabriqué un petit jeu de loi avec des petits gages sur chaque case. Avec rien, on se rend compte qu'on fait tout, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de plus que ça. Et arriver à se recentrer sur cet essentiel-là, je trouve que c'est une chance finalement, ce confinement, de pouvoir se rendre compte de ça, parce qu'on était tous tête dans le guidon à avancer et on a oublié l'essentiel. Alors, c'est difficile, hein, économiquement, financièrement, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai créé mon entreprise en janvier, j'ai fait un bon début d'activité, et puis au mois de mars, pouf, retour à zéro. Mais il faut arriver à rebondir, à se reconstruire. J'ai pu développer les ateliers en format vidéo, chose que j'aurais jamais pensé faire. J'ai appris à utiliser ces outils-là, donc je me suis formée aussi. Donc, continuer à se former, à apprendre, à s'enrichir et puis à profiter des personnes qui comptent vraiment. Je trouve ton témoignage inspirant justement en tant que jeune entrepreneuse quelque part qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Et on pourrait dire pas au bon moment et en même temps je trouve que si, parce que comme tu le disais, ça t'a permis de développer d'autres compétences, ça t'a permis de faire preuve de beaucoup plus de créativité et tous, je pense, dans ce domaine-là,
bah, ça nous pousse à nous dépasser, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous pousse à parler de nous, ça nous pousse à nous mettre en avant, ça nous pousse à montrer bah, notre unicité et ce qu'on est capable de faire, ça nous pousse à développer voilà, des choses d'une autre façon. Et je trouve que bah, y a peut-être pas de meilleur moment finalement pour donner du sens à ce qu'on fait aujourd'hui, tout en étant vraiment aligné avec ses valeurs, avec ses aspirations, en ayant du temps choisi, comme tu le disais aussi, avec nos enfants, pour toutes les personnes qui sont parents, et celles qui ne le sont pas, et bah, de se donner peut-être bah, l'opportunité de prendre le virage que l'on attend parfois depuis très longtemps, mais que bah, on n'ose pas, et que bah, parfois perdre un emploi ou être en chômage partiel, ça peut être l'opportunité de ben, créer quelque chose, de se lancer tout en ayant une certaine sécurité, parce que c'est vrai que la notion de sécurité aujourd'hui, même en ayant un CDI, devient assez relative finalement. Et que bah, tout comme toi, on peut finalement de faire de notre développement personnel, de nos passions, de nos aspirations, bah, quelque chose qui fonctionne parce que bah, des parents, il y en aura toujours. Et je pense, comme tu le dis, on a la conscience, alors je ne sais pas si on peut dire des nouveaux parents, mais en tout cas avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que de plus en plus, en tant que parents, on a envie bah, d'apprendre autre chose aussi à nos enfants. On a envie de leur apprendre à être des citoyens ouverts d'esprit, responsables. Je te souhaite vraiment d'arriver à percer davantage dans les écoles parce que je pense que c'est très important de se protéger soi, de savoir comment protéger les autres et de savoir comment faire quand bah, voilà, il y a un accident, quel qu'il soit. De quelle manière, du coup, on peut venir à toi, Amélie, si voilà, on a envie de te connaître un peu plus ou d'adhérer à tes ateliers? Comment on te retrouve? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle sesamélie.fr, donc ça s'écrit Sesamely. Il y a la page Facebook qui porte le même nom et un petit compte Instagram aussi qui s'appelle Atelier Sesamélie. On a pris l'habitude avec Noémie, donc ma deuxième qui a 7 ans, de faire tous les mercredis des vidéos de langue des signes. Donc on a mis ça en place pendant le confinement, donc on faisait une vidéo tous les jours pendant le confinement, et là du coup bah, avec la reprise de l'école, on est sur un rythme d'une fois par semaine. Donc toutes les semaines, tous les mercredis, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page Facebook de Sesamélie pour apprendre un petit peu de vocabulaire en langue des signes. Je trouve ça super que du coup ta fille participe et que ça donne envie justement aux enfants bah, voilà, de simplement développer d'autres capacités et un autre mode de communication et de compréhension avec les autres. Et du coup, je ne manquerai pas donc de mettre tous les liens en dessous de cette vidéo. Je te remercie vraiment beaucoup, Amélie, de nous avoir fait bah, voilà, découvrir ce que tu fais et surtout de le mettre finalement à la portée de tout le monde en développant ça aujourd'hui en ligne, que ce soit beaucoup plus accessible et donc que l'on soit moins tenté d'avoir l'excuse aussi de se dire non, ça n'est pas à côté de chez moi ou je ne peux pas C'est dans faire. votre salon. C'est ça, exactement. Là, pour le coup, c'est toi qui viens à nous, donc c'est super. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation et d'avoir osé, toi aussi, parler de ce que tu fais. Un grand merci pour ça. Bah, merci à toi m'avoir laissé l'opportunité de présenter mon activité et puis de sensibiliser la plupart des gens pour se former et pour s'ouvrir à cette langue des signes qui est si jolie et cette différence, ce handicap transparent, invisible qu'on ne voit pas. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt dans votre salon lors d'un atelier vidéo. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.